Donc, je parlais de la nature. Je vous disais que la nature est une source d'inspiration unique et inestimable. Je vous disais qu'après une dure semaine de travail la semaine, souvent le premier réflexe, c'est d'aller à un chalet, aller en camping pour se ressourcer, pour se relaxer, pour revenir aux sources. Aussi, la nature est une source d'inspiration pour les poètes, pour les peintres. Les peintres y voient des nouvelles nuances, des couleurs, de la lumière. Les musiciens, des nouvelles mélodies, entendre les oiseaux, le bruit de la rivière, les volets d'oies. Mais ce que les gens savent un peu moins, en fait, c'est que la nature est une des sources d'inspiration premières pour le développement de technologies. Et plus précisément, pour le développement des nanotechnologies. En fait, c'est le sujet de ma conférence aujourd'hui. Donc, depuis des centaines d'années déjà, le développement de technologies a été directement lié aux technologies naturelles. Je donne l'exemple ici de l'avion. Qui aurait pu imaginer un jour que l'humain se transporterait dans les airs, sans que l'oiseau ait été inventé par la nature. Donc, même le plus grand inventeur humain, Leonardo da Vinci, on a retrouvé dans ses cahiers, évidemment, des croquis d'oiseaux et des croquis d'avions qui sont basés sur l'oiseau. Un autre exemple, c'est le velcro. C'est Georges de Mestral, en 1941, dans ces années-là, qui avait l'habitude de promener son chien dans la nature et qui était tanné de toujours ôter ces petites graines-là qui restaient accrochées sur son chien. En inventeur qu'il était, il regarde la graine au microscope et ça lui donne l'idée, justement, de mimer un peu l'effet de la graine de bardane. Donc, sur les pointes de la graine de bardane, on se rend compte qu'il y a des petits crochets microscopiques qui sont élastiques, qui sont capables de s'accrocher dans les mailles des tissus. Donc, en mimant ces petits crochets-là, il a eu l'idée de mettre au point le velcro. Donc, les exemples comme ça de développement de technologie en mimant la nature sont très nombreux. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est bon de développer des technologies, mais qu'en est-il des nanotechnologies? En fait, ces technologies qui sont à l'échelle nanoscopique. L'échelle nanoscopique qui est 1 million de fois plus petit que le millimètre. Donc, est-ce que la nature vraiment peut nous inspirer le développement de nouvelles nanotechnologies? Et la réponse est oui. En fait, vous avez un bel exemple de nanotechnologie devant vous aujourd'hui. Et en fait, vous êtes tous des exemples de nanotechnologie. En fait, on pourrait croire que, on s'appelle des humains, mais en fait, ce que sont les humains réellement, ce sont des robots. En fait, des robots faits par des milliards de petites nanomachines. Donc, à l'intérieur de nous, on a des milliards de petites nanomachines qui sont en train de fonctionner pour lever mon bras, pour me faire penser à mon texte de ma présentation et pour faire respirer toutes les fonctions. Donc, ces petits milliards de nanomachines-là, à notre époque, on est en train de les étudier et ça nous donne plein d'idées pour développer de nouvelles nanotechnologies. Donc, je vous donne quelques exemples ici de nanotechnologies qui ont été mis au point justement en observant la nature. Donc ici, il y a l'effet lotus, qui est un exemple classique de nanotechnologie. Donc les chercheurs, en se rendant compte que les feuilles de lotus avaient des facultés auto-nettoyantes. Donc ces feuilles-là, jamais elles se salissaient. Donc pendant longtemps, les chercheurs ont essayé de voir, bon, c'est quoi la chimie de la surface des feuilles de lotus? Et puis pour se rendre compte que finalement, ce n'était pas une chimie particulière, c'était des micropics. La feuille de lotus est faite de micropics et les gouttes d'eau, lorsqu'elles sont sur ces micropics-là, vont prendre une forme sphérique, ce qui va faire que l'eau va rouler sur ces feuilles-là. Donc, ces gouttes d'eau-là, en roulant, vont amener la poussière et vont faire en sorte que cette feuille-là va toujours être propre. Donc, elle ne sera jamais sale. Donc, simplement, les ingénieurs, en prenant cette idée-là, vont être capables de développer des surfaces qui contiennent des micropics. Et ces surfaces-là vont avoir des propriétés auto-nettoyantes. Donc, maintenant, les lentilles de caméra sont faites avec cette technologie-là. Imaginez aussi, il y a des peintures qui sont faites maintenant avec des micropics. Donc, pensez à l'eau, aux millions de litres d'eau qu'on va sauver lorsque cette technologie-là va être sur les voitures, par exemple. Donc, nos voitures n'auront plus besoin d'être lavées et vont être auto-nettoyantes. Un autre bon exemple de nanotechnologie, en fait, c'est que ça fait des milliers d'années que les gens observent le gecko. Le gecko, qui est ce petit reptile qui est capable de monter sur les murs et sur les toits. Donc, les scientifiques se demandaient tout le temps, c'est quoi cette colle-là sur les pattes des geckos? Comment reproduire ça? En fait, les scientifiques ont mesuré qu'une patte de gecko est capable de lever 280 livres. Et ces 280 livres-là, il est capable de relâcher la prise en des millisecondes, sans aucun effort. Donc, ce n'est pas une colle, ce n'est pas des molécules chimiques spéciales, c'est tout simplement des millions de petits nanophiles. Des petits nanophiles qui sont capables de faire des interactions très faibles avec des surfaces. Et dépendamment de l'angle du nanophile sur la surface, ça va relâcher la surface ou ça va la coller. Donc, encore une fois, en observant ça, les scientifiques
ont mis au point des petites surfaces, des petits autocollants qui contiennent des nanophiles comme ça. Pas besoin de molécules spéciales, en fait. C'est juste des petites structures qui sont capables de former des interactions faibles qu'on appelle de type Van der Waals. Et ces surfaces, maintenant, permettent de faire des rubans adhésifs qu'on peut réutiliser des milliers de fois et qui sont vraiment très collants. Évidemment, il y a d'autres applications un peu plus hollywoodiennes, là, comme monter sur la surface des buildings à Hong Kong. OK. Ça m'amène à me parler de mon projet de recherche un petit peu. En fait, moi, je ne travaille pas vraiment sur le développement de surfaces ou de nouvelles propriétés pour les surfaces. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre au point des nouvelles méthodes de diagnostic qui seraient faciles à utiliser. En fait, la plupart d'entre nous, lorsqu'on est malade, le réflexe, c'est d'aller à l'urgence, d'attendre des heures. Souvent, le médecin, il va prendre une prise de sang. On va avoir le résultat quelques jours plus tard. On prend un autre rendez-vous, tout ça. Nous, on croit que l'avenir de la médecine, ce serait plutôt de faire une analyse à la maison. Donc, les technologies actuellement disponibles pour faire la détection fonctionnent bien, mais ces technologies-là coûtent très cher et le médecin dans son cabinet n'est même pas capable de faire ces tests-là. Donc, l'idée ici, c'est justement de mettre au point un petit appareil, un peu comme le glucomètre qui a été montré plus tôt, qui pourrait finalement détecter dans le sang des milliers de molécules et nous donner un diagnostic médical à la maison. Et maintenant, avec les technologies qu'on a, ce petit appareil-là pourrait être connecté sur notre iPhone, pourrait être connecté sur notre ordinateur. On pourrait avoir un médecin qui voit nos résultats en temps réel, un médecin qui prescrit des médicaments à la pharmacie la plus proche. Donc, tout ça accélérerait grandement tout le processus médical. Bon, évidemment, comment mettre au point ces appareils-là? J'ai fait une petite introduction sur la nature, donc évidemment que vous devez avoir une petite intuition que la solution se trouve dans la nature. Et effectivement, la solution se trouve dans chacun de nous. En fait, pour vous donner un exemple concret, vous pouvez imaginer que si on se met à sentir dans la salle une odeur de fumée intense, en quelques secondes, la salle va se vider et j'aurai plus personne à qui parler. En fait, sûrement que je vais me mettre à courir aussi, donc il n'y aura plus de conférence TED. Ça pour dire que votre nez est sans doute le biocapteur ou le biosenseur le plus efficace qui n'a jamais été mis au point. En fait, je ne sais pas si ça coûte cher designer un nez, mais ce que je sais, c'est que le nez est capable de détecter en quelques secondes et de prendre une décision. Donc, on lit aussi dans les journaux des fois que des animaux, on voit des animaux qui ont été démontrés qui sont capables de détecter avec une grande sensibilité des cancers. Donc, évidemment que la piste des animaux n'est peut-être pas la piste la plus efficace. Donc, c'est difficile à imaginer une clinique de médecins qui aurait une douzaine de chiens, un chien pour détecter la quantité de glucose, un chien pour détecter le cancer, un chien pour ci. Et évidemment, acheter un chien à la pharmacie, disons, pour faire un diagnostic maison, ce ne serait pas quelque chose de très envisageable. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut apprendre les mécanismes biochimiques? Est-ce qu'on peut comprendre les petites machines, nanomachines dans le nez du chien? Ce qui nous donnerait peut-être l'idée de mettre au point une technologie qui pourrait être aussi efficace que le nez du chien. En fait, c'est la question qu'on s'est posée. Ce qu'il faut savoir rapidement et simplement, c'est que le chien, dans cet exemple-là, en fait, qui détectait des cancers du poumon, va en fait détecter des odeurs du cancer. Ces odeurs-là sont des molécules. La façon dont ils vont détecter ces odeurs-là, c'est tout simplement via des récepteurs moléculaires à la surface de sa paroi nasale. Ces récepteurs moléculaires-là, c'est comme des petites serrures. Okay? Puis l'odeur du cancer, la petite molécule, c'est comme une clé. Lorsque la clé entre dans la serrure va tout simplement être activée et ce signal-là va être transcrit en signal électrique qui va se rendre au cerveau. Okay? Relativement simple. Dans notre nez, on a des milliers de ces petites serrures-là. Ces petites serrures-là peuvent détecter des milliers de molécules différentes. Donc ce qu'on s'est demandé, nous, en fait, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mettre au point des serrures qui, lorsqu'activées, vont pouvoir générer un courant électrique? OK, c'est bon de mettre au point des serrures, mais il faut savoir quoi détecter. Donc, il faut savoir quelle odeur on aimerait détecter ou quelle molécule qui nous donne un signe qu'il y a une maladie. En fait, la molécule qui est la plus utilisée en médecine pour le diagnostic, c'est les anticorps. Les anticorps, pourquoi c'est si utilisé? C'est parce que la plupart des maladies, la plupart des infections virales, la plupart des infections bactériennes vont générer une réaction immunitaire dans le corps. Cette réaction immunitaire-là, c'est tout simplement, en fait, dit simplement, l'expression d'anticorps dans le corps. Donc, le corps va générer des anticorps qui vont aller lier le virus, qui va aller lier la bactérie pour dire au corps « Oh, ça, c'est un corps étranger, on ne le veut pas ». Donc, c'est une façon d'identifier. Donc, pour la majorité des maladies, le corps humain va générer ces anticorps-là. Donc, si on veut détecter la maladie, on a le choix de détecter la bactérie ou le virus, mais on peut aussi détecter l'anticorps qui va lier le virus ou la bactérie. Pourquoi on détecterait
Pourquoi on détecterait l'anticorps au lieu du virus? Mais c'est parce que l'anticorps va être à une très grande concentration dans le sang. Donc, quand on parle d'une grande concentration, on parle facile à détecter. OK, on sait quoi détecter. On aimerait mettre au point cette petite serrure moléculaire qui, lorsqu'elle va lier l'anticorps, va générer un courant électrique. Donc, encore une fois, l'idée, c'est un peu de mimer ces récepteurs moléculaires du chien ou de l'homme à la surface. On sait que ces récepteurs-là fonctionnent comme des serrures. Une fois qu'elles vont lier l'odeur, elles vont générer un courant électrique. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre au point une serrure qui va être activée par l'anticorps, par l'anticorps qui est spécifique à une maladie, et on veut que cette serrure-là génère un courant électrique. Comment faire ça? Ce n'est pas si compliqué puisque je vais vous l'expliquer à l'instant. Voici la structure d'un anticorps. L'anticorps possède 2 sites de liaison. Ces sites de liaison-là indiqués, c'est les sites qui vont aller lier le virus ou aller lier la bactérie. Donc, j'ai représenté ici la bactérie ou le virus avec un petit cercle bleu. OK? Donc, on s'est dit, ouais, pourquoi on ne mettrait pas au point un genre de petit ressort? Un ressort qui contiendrait des parties de virus à chacune de ses extrémités. Puis, en présence de l'anticorps, ce petit ressort-là voudrait s'ouvrir parce que les parties de virus ou les parties de bactéries qui vont lier l'extrémité de l'anticorps vont vouloir lier ça. Donc, notre serrure va être vraiment très spécifique. Ça va être une serrure qui va reconnaître juste une clé, l'anticorps. Donc, on a un petit mécanisme ici moléculaire qui permettrait de reconnaître l'anticorps. Bon, tout ça, c'est beau, mais il n'existe pas vraiment de ressort nanoscopique. Là, je vous ai vu un peu des distances ici. On parle d'une échelle de 10 nanomètres. Donc, en lisant un peu les livres de biologie, biochimie, on n'a pas vraiment trouvé de ressort qu'on pouvait utiliser dans nos designs. Donc, en cherchant un peu à droite, à gauche, quel genre de molécules on pourrait utiliser pour construire notre ressort, on est tombé sur l'ADN. L'ADN, cette molécule de la vie que tout le monde a en nous. En fait, c'est une molécule très facile à utiliser. La chimie est très simple. C'est une chimie à 4 paires de bases. Il y a la paire de base A qui lie la paire de base T et la paire de base G qui lie la paire de base C. Et c'est très facile de construire, disons, un velcro moléculaire avec l'ADN. Donc, si je montre un petit exemple d'un brin d'ADN bleu qui lie un brin d'ADN rouge, à une très forte affinité. Encore une fois, là, on est à une échelle de 4 nanomètres. Ce qu'on peut faire aussi avec l'ADN, c'est créer des constructions, créer des structures. Donc, encore une fois, si on veut créer une structure d'ADN, on a tout simplement à dire, je vais mettre une paire de base A ici qui va lier une paire de base T. Donc, je montre ici mon petit anticorps. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une petite structure d'ADN qui avait la forme d'une tige-boucle. Et aux extrémités de notre tige-boucle, on a tout simplement ajouté nos petites parties de virus qui vont lier notre anticorps. Donc, notre tige-boucle, on l'a tout simplement arrangée pour qu'elle reste fermée. Donc, elle est stable quand elle est fermée. Et lorsque l'anticorps est présent, cette tige-boucle-là va tout simplement s'ouvrir. Donc, encore une fois, on a créé une petite serrure moléculaire qui va s'ouvrir uniquement en présence de l'anticorps. OK, dernière chose à faire. On a notre petite serrure. Comment cette serrure-là peut donner un courant électrique? C'est ça qu'on voudrait avoir, en fait. On voudrait avoir, c'est bien beau d'avoir un petit récepteur moléculaire qui bouge, mais si on n'est pas capable de le voir, si on n'est pas capable d'avoir un résultat simple à analyser, on n'a pas de technique simple qui est peu dispendieuse. Heureusement, l'homme n'est pas très bon dans le développement de nanotechnologie actuellement, mais on est bon dans l'électronique et on est bon dans tout ce qui s'appelle électrochimie électronique. Donc, l'idée qu'on a eue, en fait, c'est tout simplement intégrer notre petite boucle d'ADN dans un circuit électrique, plus précisément une électrode. Donc, je vous montre un peu ce qu'on a fait. À une extrémité de notre tige, on a attaché ça à un circuit électrique, à une électrode, et à l'autre extrémité, on a attaché un élément qui donne des électrons, un élément qui permet de donner un courant électrique. Donc, lorsque l'anticorps n'est pas présent, notre tige est fermée, donc on a un bon courant électrique. Vous pouvez voir ça avec la petite lumière là, à gauche. Lorsque l'anticorps arrive et est présent, l'anticorps va vouloir lier les petites parties bleues, qui sont le virus, et va ouvrir notre interrupteur, ou va ouvrir notre serrure. Lorsque la serrure s'ouvre, notre élément qui donne des électrons est maintenant éloigné de l'électrode. Donc, notre courant électrique diminue. Donc, on a testé notre dispositif directement dans le sang, et en 5 minutes, on sait exactement si notre anticorps est présent ou n'est pas présent. Et rien d'autre à faire, en fait. Le dispositif marche directement dans le sang. Donc, cette petite invention-là a vraiment, je dirais, 3 caractéristiques idéales pour le développement de technologie. 1, facile à utiliser. On met une goutte de sang, on a le résultat.
un résultat sous forme électrique qui peut être lu par des petits appareils comme le iPhone. 2. Ces petites boules bleues ici qui représentent des bouts de virus ou des bouts de bactéries, ça peut être en fait n'importe quoi. Ça peut être des allergènes, ce qui va nous permettre de détecter des réactions allergiques. Par exemple, vous êtes allergique aux arachides, on met un allergène d'arachide sur notre petit switch, puis cet interrupteur ou cette serrure-là va reconnaître l'anticorps qui est généré lorsque vous êtes allergique aux arachides. Donc, on peut adapter ce petit interrupteur-là pour la détection de pas mal n'importe quelle maladie, que ce soit infectieuse, bactérien, allergie, maladie auto-immune, cancer, diabète. Le troisième aspect important de cette technologie-là, c'est que c'est nano. Vous voyez les distances un petit peu ici, on parle de 5 nanomètres. Ce qui veut dire que sur une petite chip, on va pouvoir en mettre des milliers. Donc, on va pouvoir, en même temps, sur une petite chip, détecter des milliers de maladies à la fois. Donc, la vision un peu de ce projet-là, à l'heure actuelle, on est en train de mettre au point une petite chip qui va pouvoir détecter les MTS, donc les maladies transmises sexuellement. Avec le financement qui, on l'espère, va arriver, on va pouvoir étendre un peu notre détection à peut-être la détection des allergies, donc les allergènes et tout ça. Et la vision un jour, c'est qu'au lieu de, lorsqu'on est malade ou que nos enfants sont malades, au lieu de se rendre à l'urgence, tout ça, eh bien, on va pouvoir rester tout simplement à la maison ou au chalet, dans la nature, et performer notre petit test et finalement savoir, dans le confort de la maison, qu'est-ce qu'on a au niveau de notre maladie. Et encore une fois, maintenant, avec toutes les Internet, eh bien, on aura accès à un diagnostic direct d'un médecin et aussi toute l'information qui vient avec. Donc, c'était l'idée que je voulais présenter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention.